Votre couverture est compromise. L'enquête s'arrête ici. Action 1, you must link the first flame. Ou, dans votre cas, survivre à la commission parlementaire. Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un concept que tout le monde connaît intimement. Oui. On a tous déjà ressenti cette fameuse absurdité au travail. Tu sais, le formulaire inutile qu'il faut remplir en 3 exemplaires. Ou la réunion interminable. Exactement, la fameuse réunion qui aurait tellement pu être un simple courriel. Ou même un processus d'approbation qui semble avoir été conçu juste pour nous faire perdre la tête. C'est ce qu'on appelle familièrement le niaisage. Le bon vieux niaisage, ouais. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe quand on décide de mettre un prix précis sur cette absurdité-là? Pas juste à l'échelle d'un département ou d'une petite compagnie, à l'échelle d'un pays tout entier. C'est là que ça devient étourdissant. Fait que c'est notre mission d'aujourd'hui. On va calculer la taxe invisible de l'absurdité et on a un focus très particulier aujourd'hui. On se pose la question combien coûte l'absurdité en Belgique? Un excellent cas d'étude. Vraiment. Et pour faire ça, on a devant nous une montagne de sources super intéressantes. On parle d'analyses sociologiques sur les emplois vides de sens, de rapports très, très détaillés de la Banque nationale de Belgique. On a aussi le texte de l'accord du gouvernement belge actuel, ce qu'on appelle la coalition Arizona, et des enquêtes assez troublantes sur des structures vraiment nébuleuses qu'on nomme les intercommunales. Bref, on a du pain sur la planche. C'est le moins qu'on puisse dire. Et je pense qu'il faut vraiment préciser dès le départ que notre but, c'est pas de compiler des anecdotes de machine à café, là. Non, on n'est pas là pour chialer sur nos boss. Non, c'est ça. Les documents qu'on va analyser aujourd'hui, ils reposent sur des modèles macroéconomiques qui sont super solides. L'absurdité organisationnelle puis institutionnelle, ça a un poids qu'on peut quantifier. Ouais. Ça engendre des conséquences systémiques et des impacts humains qui sont documentés de manière clinique par les économistes et les sociologues. Fait que c'est pas juste un sentiment de frustration, c'est une véritable fuite de capitaux. Bon, bien, décortiquons ça. Avant de zoomer sur la Belgique, j'aimerais ça qu'on regarde un peu la situation à l'échelle mondiale pour bien comprendre la taille du monstre, finalement. Ouais, pour se donner un point de repère. Parce que les chiffres qui ressortent de nos sources sur les dysfonctionnements quotidiens, c'est tout simplement ahurissant. C'est le mot juste, oui. Pour bien cadrer le sujet, les sources qu'on a prennent souvent l'exemple des États-Unis. On estime que les dysfonctionnements organisationnels coûtent, tiens-toi bien, 5 000 milliards de dollars par an aux Américains. Pardon? 5 000 milliards? Ouais. 5 000 milliards. Pour mettre ça en perspective, ça représente environ un quart du produit intérieur brut américain. Un quart du PIB? 25 % de toute la richesse, ouais. Ouais. Sur cette montagne d'argent-là, l'économiste Gary Hamel, qui est cité dans nos documents, calcule que la bureaucratie excessive, juste ça absorbe 3 000 milliards. C'est titanesque. Ça veut dire qu'une immense partie de la richesse créée est comme instantanément brûlée par la friction du système lui-même. Exactement. Le système gruge sa propre énergie. Et ça se décline dans des choses très, très quotidiennes. Comme quoi? Prenons ce qu'on appelle la réunionnite. Un des rapports évalue le coût des réunions improductives à 399 milliards de dollars, juste pour les entreprises américaines. Ouf! Et la statistique qui fait vraiment mal, c'est que 71 % des réunions sont jugées complètement improductives par les personnes qui y assistent. 71 %? Ouais. Et en moyenne, un employé perd 31 heures par mois là-dedans. Attends, 31 heures par mois. C'est pratiquement une semaine de travail complète chaque mois qui est passée à écouter des gens parler de choses qui ont absolument aucun impact. C'est ça. C'est l'équivalent de courir sur un tapis roulant débranché. On transpire, on a l'impression de faire un gros effort, mais on n'avance pas d'1 millimètre. Belle image, c'est tout à fait ça. Mais voici où ça devient vraiment intéressant. On réalise que cette absurdité-là, ça brûle pas juste des billets de banque, ça brûle les humains. Ouais, l'impact humain est lourd. C'est ce que les chercheurs appellent le présentéisme invisible. Le présentéisme invisible à... Ouais, les documents montrent que le fait d'être physiquement à ton poste, mais d'être rendu totalement improductif par des blocages systémiques, ça coûte 150 milliards de dollars. Juste parce que t'es là, mais tu peux rien faire. C'est ça. Ça se traduit par 57,5 jours d'improductivité par employé chaque année. Presque 2 mois? Près de 2 mois de travail qui s'évaporent. Fait qu'inévitablement, ça crée une pathologie sociale assez grave. Les données indiquent que 67 % des employés frôlent l'épuisement professionnel Wow! et 85 % sont activement désengagés de leur travail. C'est fou. Donc, les gens sont pas épuisés parce qu'ils travaillent trop, ils sont épuisés parce que leur travail rime à rien.
C'est exactement le nœud du problème. C'est là qu'intervient la fameuse théorie de David Graeber sur les bullshit jobs, n'est-ce pas? Oui, J'avais lu ça. tout à fait. Graeber, c'est un anthropologue qui a théorisé ces emplois-là dont l'utilité est perçue comme inexistante, même par ceux qui les occupent. C'est ça le pire. Tu fais une job et tu sais que ça sert à rien. Voilà, c'est un cercle vicieux. C'est fait de tâches de la coordination, ou de production de rapports qui servent juste à justifier l'existence d'autres rapports. Le classique. Les sociologues expliquent ça parce qu'ils appellent la fixation cognitive. OK, c'est quoi ça, la fixation cognitive? Mais c'est quand les grandes organisations continuent d'ajouter des couches de contrôle simplement parce qu'elles n'arrivent plus à penser autrement, le processus remplace le but. On fait le processus pour le processus. Exact. On a toujours fait de même, on continue. Et on le voit d'ailleurs dans des secteurs super vitaux. Nos sources soulignent que, par exemple, dans le milieu de la santé, environ 40 du temps médical est englouti par la paperasse. 40 % Faut s'imaginer ça. Presque la moitié du temps d'un médecin sert à nourrir la machine administrative plutôt qu'à soigner du monde. C'est tragique. C'est une perte immense. Mais bon, si cette paralysie-là coûte des milliards au secteur privé, qu'est-ce qui arrive quand c'est l'appareil d'État lui-même qui tourne à vide? Ah, Là, on change de ligue. ouais. Ça nous amène directement au cœur de notre exploration, la Belgique. Le cas belge, ça va être un cas d'étude macroéconomique fascinant. Mais pour bien situer les choses, il faut rappeler le contexte temporel de nos documents. On se place en février 2026. La nouvelle coalition gouvernementale fédérale, qu'on a surnommée l'Arizona, La coalition Arizona, ouais. elle a mis 239 jours à se former, de juin 2024 à février 2025. 239 jours. Ouais. Et pendant ces 8 mois-là, l'État a fonctionné sous un régime qu'on appelle les affaires courantes. C'est financé par ce qu'on nomme des 12e provisoires. OK, juste pour clarifier pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas familiers avec la mécanique politique belge, fonctionner en 12e provisoire, concrètement, ça veut dire que l'État prend le budget de l'année précédente, le divise par 12, puis dépense exactement ça mois par mois. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. C'est comme si une banque gelait ton compte puis t'autorisait juste à payer tes vieilles factures. Aucune nouvelle dépense, aucune réforme, aucune adaptation possible s'il y a une crise. C'est un pilotage automatique forcé. Et ce blocage-là, il a un prix qui a été méticuleusement audité dans les rapports. Et c'est quoi la facture, Sam? Nos rapports d'investigation estiment que cette inertie politique de 239 jours a coûté entre 3,5 et 5,1 milliards d'euros. Mon Dieu! Si on fait le calcul quotidien, on parle d'une facture qui se situe entre 14,6 et 21,3 millions d'euros par jour. Plus de 21 millions d'euros par jour. Juste pour ne pas avoir de gouvernement actif, c'est vertigineux. Mais il va où cet argent-là exactement? Si on connecte ça à une image plus globale, ça inclut d'abord le fonctionnement des cabinets ministériels sortants. Eux, ils continuent de tourner en affaires courantes, ce qui représente entre 120 et 180 millions d'euros. OK, donc on paye pour les anciens ministres. Ouais, mais le vrai gouffre financier, c'est le coût d'opportunité. Le retard dans l'adoption de réformes économiques qui étaient urgentes a généré un manque à gagner estimé jusqu'à 1,7 milliard d'euros. Ah ouais, les économies qu'ils n'ont pas pu faire. C'est ça. Et à ça s'ajoute une sanction des marchés financiers. L'agence Fitch a dégradé la note souveraine de la Belgique face à cette instabilité-là. Évidemment, les marchés n'aiment pas l'incertitude. Non. Et ça a mécaniquement fait grimper les taux d'intérêt et donc la facture de la dette publique. Puis il faut absolument aborder l'impact social. Parce que l'économie réelle, elle ne s'arrête pas de tourner pendant que les politiciens s'obstinent et négocient. Nos sources dressent un portrait assez pendu du climat social de cette période-là. Oui, les rapports exposent très clairement les faits puis les positions des deux grands pôles de la société. Et c'est important de regarder ça de façon neutre. Tout à fait. D'un côté, face à l'absence de dialogue puis aux rumeurs de coupes budgétaires, les organisations syndicales ont déclenché des mouvements de grève. Ce qui est compréhensible. Ils dénoncent l'imposition de mesures d'austérité qui fragilisent la sécurité des travailleurs sans avoir pu s'asseoir à la table. Et de l'autre côté, tu as la Fédération des entreprises de Belgique qui représente le patronat. Eux, ils ont chiffré l'impact de ces journées de grève générale-là. Et c'est une perte qui oscille entre 150 et 300 millions d'euros par jour pour l'économie nationale. Par jour de grève. Oui. Et ce qui est fascinant, c'est que, indépendamment des positions idéologiques de chacun, la conclusion strictement comptable des analystes est super claire. Le coût financier de l'inaction politique et de paralysie sociale a fini par dépasser largement les économies que l'austérité visait à réaliser au départ. C'est le serpent qui se mord la queue. Littéralement. Ce qui nous pousse à regarder la structure même de l'État belge. Parce que les documents pointent vers un problème beaucoup plus profond qu'une simple crise passagère de 239 jours.
On parle du soi-disant surcoût belge. Ah, le fameux surcoût. Apparemment, l'État belge coûte environ 332 milliards d'euros par an, ce qui représente 54,1 de son PIB. C'est énorme! Qu'est-ce qui justifie une facture aussi gonflée? Bien, la Banque nationale de Belgique utilise un terme très imagé dans ses rapports, le millefeuille institutionnel. Le millefeuille? Il faut vraiment se représenter la structure. Pour une population d'environ 11,7 millions d'habitants, Ce qui n'est pas énorme. non. Bien, la Belgique compte 6 gouvernements, 7 parlements, 10 provinces et près de 600 communes. C'est quand même incroyable. 11,7 millions d'habitants, c'est à peine plus que la population de notre province de Québec. Ouais. Et eux, ils ont 6 gouvernements et 7 parlements qui se superposent. On imagine très facilement la lourdeur que ça implique au quotidien. C'est une duplication constante des structures administratives. Puis cette complexité-là, elle a un prix structurel. Les analyses démontrent que la Belgique dépense chaque année 28 milliards d'euros de plus que la moyenne de ses pays voisins pour assurer des fonctions publiques qui sont pourtant comparables. 28 milliards juste en frais de complexité. Et pour illustrer l'extrême limite de ce modèle-là, les documents soulignent que la région de Bruxelles-Capitale vient de battre un record mondial ahurissant. Ils ont accumulé plus de 600 jours sans gouvernement officiel. 600 jours, c'est presque 2 ans sur place. C'est fou. Alors, inévitablement, quand le gouvernement de la coalition Arizona finit par s'entendre puis se met enfin au travail pour réduire ce déficit colossal, ça crée des ondes de choc. Et des grosses. L'une des mesures fortes de leur accord qu'on retrouve dans nos notes, c'est la limitation des allocations de chômage à 2 ans maximum. D'un point de vue purement comptable, exiger des résultats puis pousser les gens vers l'emploi, ça semble logique pour renflouer les caisses du fédéral, non? Bien, sur papier, oui. Au niveau du gouvernement fédéral, c'est présenté comme un levier d'activation de l'emploi qui génère des économies directes. Toutefois, l'analyse de la macroéconomie institutionnelle montre que la réalité, sur le terrain, c'est un jeu de vase communicant. Comment ça? Les associations et les syndicats alertent sur le fait que cette mesure-là va priver 125 000 personnes de leur droit au chômage à travers le pays, dont 55 000 spécifiquement en Wallonie. OK, ça fait beaucoup de monde. La question centrale devient alors, elles vont où, ces personnes-là, quand elles n'ont plus de chômage? Elles disparaissent pas. Non? Elles vont se tourner vers le dernier filet de sécurité sociale, c'est-à-dire les CPA, les Centres publics d'action sociale. Et le truc, c'est que les CPA, ils sont gérés et financés au niveau local, par les communes. Ah, voilà. Le palier fédéral allège son propre budget, mais la facture disparaît pas du tout. Elle tombe directement sur les épaules des municipalités. Exactement. Et la Fédération des CPA a calculé que cet afflux massif de nouveaux dossiers va coûter aux communes entre 493 et 631 millions d'euros. C'est énorme pour des municipalités. C'est l'illustration parfaite d'un jeu à somme nulle. L'État, dans sa globalité, fait aucune économie réelle. Il fait juste déplacer le fardeau vers un échelon inférieur qui est, dans bien des cas, déjà financièrement exsangue. Pour la remise en emploi, sous peine de pénalité financière. Donc, un malus, c'est qu'il ne place pas assez de gens. C'est ça. Le paradoxe soulevé par les travailleurs sociaux est super profond. On exige d'équipes qui sont déjà complètement épuisées par la charge administrative de remettre sur le marché du travail un public extrêmement vulnérable. Oui, parce que c'est pas des gens qui sont juste en transition de carrière facile. Non, pas du tout. Les données médicales de nos sources sont limpides. Sur plus de 500 000 malades de longue durée en Belgique, environ 38 souffrent de troubles de santé mentale sévères ou de désaffiliation sociale grave. Fait qu'on impose une grille de performance digne d'une entreprise privée à des travailleurs sociaux et on les pénalise financièrement s'ils n'arrivent pas à trouver une job à des personnes qui souffrent de détresse psychologique ou d'itinérance. C'est exactement ça. Le décalage entre la feuille de calcul Excel du ministère, puis la réalité crue de la rue, il est total. Ouais, c'est deux mondes qui se parlent pas. Et ce décalage-là, cette espèce de volonté de tout micro-gérer, on le retrouve aussi dans le labyrinthe fiscal que les citoyens doivent naviguer tous les jours. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire pour le citoyen moyen? Bien, le volet fiscal de l'accord gouvernemental est rempli de contradictions assez intéressantes à analyser. Vas-y. D'un côté, il y a une volonté d'hyper-contrôle. Le gouvernement veut imposer d'ici 2028 un système de suivi en temps quasi réel de la TVA. Du temps réel, hein? Oui. Ça implique d'étendre la fameuse caisse blanche. C'est un système technologique qui transmet directement, instantanément, les moindres transactions des commerçants à l'administration fiscale. Le but, c'est d'éradiquer la microfraude.
Mais en même temps, la politique globale de cette même TVA-là, elle part dans toutes les directions. Nos notes montrent que la TVA monte à 21 % sur les chaudières fossiles puis le charbon. OK, logique environnementale, mais elle descend temporairement à 6 % pour les thermopompes pour une durée de 5 ans seulement. Ouais, c'est très spécifique. Pendant ce temps-là, les hôtels et les locations meublées vont voir leur taux bondir à 12 % dès le mois de mars 2026. Bref, on exige du petit restaurateur une transparence technologique à la seconde près pour sa caisse, pendant que l'État, lui, s'embourbe dans une gestion macroéconomique super chaotique qui a pris des mois à atterrir. Le contraste est tellement violent. Et ce contraste-là, je te le dis, devient encore plus vertigineux quand on aborde le dernier grand dossier de notre analyse. Ah oui, les fameuses structures de l'ombre. Ce qui est fascinant ici, et qui soulève une question importante, c'est qu'on a affaire à l'angle mort absolu de la démocratie locale. Une structure qui navigue dans une opacité totale pendant qu'on exige une comptabilité en temps réel du moindre petit café vendu par un artisan. Je veux parler des intercommunales. Ce segment-là des sources, sérieusement, ça se lit pratiquement comme un thriller financier. Les intercommunales, pour ceux qui écoutent puis qui n'ont jamais entendu ce terme-là, ce sont à l'origine des structures créées par les municipalités pour mettre en commun des services publics. Gérer l'eau, ramasser les poubelles, gérer l'énergie de plusieurs communes ensemble, tout ça pour faire des économies d'échelle. Ça semble être une excellente idée au départ. Mais quand on regarde les chiffres aujourd'hui, wow, ça donne le vertige. L'anatomie actuelle de ce système-là révèle une réalité qui est tout autre. On parle d'un mastodonte de 323 structures différentes qui emploient près de 38 000 personnes. C'est un secteur complet. Oui. Ces entités génèrent un chiffre d'affaires annuel de plus de 10 milliards d'euros. Et leur bilan total combiné, ça atteint la somme astronomique de 45,6 milliards d'euros. 45,6 milliards. C'est immense. Et le plus fou là-dedans, c'est l'impact direct sur la poche du citoyen. Parce que nos rapports estiment que ces structures-là coûtent au public entre 12 et 15 milliards d'euros par an. Et cet argent-là, il est prélevé via les factures d'eau, d'électricité et les taxes sur les déchets. C'est ni plus ni moins qu'une taxation invisible qui est gérée dans l'ombre. Et le mot-clé ici, c'est l'opacité. Ces entités-là, selon les rapports d'enquête qu'on a, elles sont progressivement devenues des outils de distribution du pouvoir politique. Des outils qui échappent presque totalement au regard critique du citoyen. Parce que c'est pas couvert par les médias locaux de la même façon. Exact. Le fait le plus révélateur de nos sources, c'est peut-être celui-ci. Il n'existe même pas de registre ou de portail centralisé qui permet de savoir clairement qui siège dans ces conseils d'administration-là et quelles décisions y sont votées. C'est hallucinant. C'est de l'argent public, mais on ne sait pas qui décide quoi. Exactement. Et ce manque de transparence-là, ça a inévitablement ouvert la porte à ce qu'on pourrait appeler une véritable industrie du scandale. Les enquêtes détaillent des cas très, très précis, sans aucune partisanerie, juste des faits comptables. Prenons l'affaire Intradel, par exemple. Oui, un cas d'école. Des faits de corruption liés à la construction d'un incinérateur qui ont causé un surcoût évalué à 24 millions d'euros. C'est pas de l'argent abstrait, ça. Ces 24 millions-là ont été directement répercutés sur les factures et les taxes des habitants de 72 communes différentes. C'est le citoyen qui paye la facture à la fin. Toujours. Et il y a aussi la fameuse saga Publifin, qui est devenue Netis par la suite. Oui, le dossier Netis, c'est un dossier emblématique de la perte de repères de ces structures-là. Les audits comptables ont mis en lumière des dépenses vertigineuses. Par exemple, le versement de 20 millions d'euros sur 5 ans à la firme de consultation externe McKinsey. 20 millions juste pour des consultants. Et c'est sans parler des 18,6 millions d'euros accordés en indemnité de sortie à certains dirigeants. Des montants qui ont soulevé, on s'en doute, une vive contestation juridique et publique. Tu m'étonnes. Payer 20 millions d'euros à des consultants externes pour gérer une structure publique, ça montre à quel point l'expertise interne a été complètement vidée. Et c'est une tendance lourde dans le secteur public, non? Absolument. La Cour des comptes souligne dans les documents que le secteur public belge, dans son ensemble, a dépensé 2,5 milliards d'euros en prestations intellectuelles externes, et ça sur une période de seulement 3 ans. C'est une dépendance systémique à la consultance. Oui. Mais si tu veux entendre la donnée la plus alarmante de toutes nos sources, c'est sans doute celle-ci. Oh, j'ai peur. On estime que près de 66 milliards d'euros de subsides fédéraux échappent actuellement à un contrôle rigoureux et centralisé. 66 milliards qui passent sous le radar. Ouais. Fait on exige la perfection technologique et le contrôle de la caisse enregistreuse du petit citoyen qui vend des croissants, pendant que des milliards de fonds publics s'écoulent sans aucun suivi adéquat au sommet. C'est littéralement le triomphe de la bureaucratie dysfonctionnelle.
Faisons la synthèse de tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui, parce que le fil conducteur de notre exploration y est super puissant. L'absurdité organisationnelle, le fameux niaisage, c'est pas qu'une simple frustration pour faire des blagues autour de la machine à café. Non, ça a des conséquences bien réelles. Ça représente une taxe colossale de plusieurs milliers de milliards à l'échelle mondiale. Et au niveau d'un État comme la Belgique, ça se traduit par des milliards de dettes ajoutées lors de 239 jours de chicanes politiques. Ça se traduit par une structure surchargée de gouvernement qui coûte 28 milliards de trop chaque année, puis par l'opacité de structures intercommunales à 45 milliards d'euros. Et il ne faut pas oublier la dimension humaine. Jamais. Ça a un visage humain. C'est le visage de l'employé en burn-out, du médecin qui est étouffé par les formulaires au lieu de soigner ses patients, puis du travailleur social à qui on demande des miracles avec un système de pénalité bonus-malus complètement absurde. Tout à fait. Et la véritable leçon qui se dégage de cette immense documentation-là, c'est vraiment l'appel urgent à un changement de paradigme profond. Comment on fait ça, Sam? Les auteurs des rapports plaident pour un passage d'une culture de la norme à une culture du résultat. La survie des organisations, que ce soit des entreprises privées ou des États très complexes, ça va dépendre de leur capacité à redonner confiance à l'intelligence des gens sur le terrain. Oui, arrêtez de tout micro-gérer d'en haut. Exact. Il faut démanteler ces grilles de contrôle étouffantes qui, au final, finissent par coûter beaucoup plus cher que les éventuelles petites erreurs que cherchent à éviter. Une erreur, ça devrait redevenir une opportunité d'apprendre puis d'améliorer un processus, et non le point de départ pour imposer la création d'un énième comité de vérification. Tellement vrai! L'obsession du contrôle finit toujours par nous faire perdre le contrôle. Ça remet toute la structure de notre société en perspective. Absolument. Alors, pour clore cette analyse, il y a une pensée provocatrice qui émerge assez naturellement quand on contemple cette montagne d'inefficacité-là. Je laisse ceux qui écoutent avec cette réflexion. Si une machine bureaucratique titanesque dépense chaque année des fortunes en comités, en consultants puis en réunions interminables dans le seul but de tenter de corriger ses propres failles, qu'est-ce qui risque de se passer le jour où les mécaniciens de ce système-là vont réaliser qu'une machine perpétuellement brisée génère pour eux beaucoup plus de revenus qu'une machine qui fonctionne parfaitement bien? C'est une excellente question. Est-ce que l'absurdité, c'est juste un accident de parcours ou bien est-ce que c'est devenu le modèle d'affaires le plus lucratif de notre époque? C'est ce qui conclut notre exploration d'aujourd'hui. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée et à la prochaine!